Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Dream Team avec aujourd'hui un épisode Highlight. Avec Highlight, on décortique l'actualité business, politique, culturelle du monde du sport avec mes deux compères, Benjamin Carlier et Dolbia Conseil. Salut Benjamin. Salut Pierre, bonjour Christophe. Et évidemment Christophe Le Petit du CDES, merci encore d'être là. On va encore décortiquer cette actualité. Il y a beaucoup de choses qui sont arrivées depuis le dernier épisode. Et la première chose qui est arrivée, la première grande actu, c'est qu'on a désormais une nouvelle patronne du mouvement sportif français en la personne de Amélie Oueda Castera. Décidément, je fourche beaucoup aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez peut-être nous rappeler la genèse, enfin pas la genèse, mais ce qui s'est passé sur les élections, parce qu'elle était en face de Didier Séminé qui s'est finalement retiré. Ça a été finalement la seule candidate. Pourquoi elle a été élue? Pourquoi Didier Séminé s'est retiré? Et qu'est-ce qu'elle va proposer pour le sport français? Benjamin, tu commences? Je commence volontiers. Alors pourquoi Didier Séminé s'est retiré je ne sais pas, sûrement parce qu'il pensait qu'il allait perdre et qu'il n'avait pas envie de perdre aux élections, donc il a préféré se retirer avant, mais j'ai pas trop envie de revenir là-dessus parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant dans cette histoire. Ce qu'il y a de plus intéressant pour revenir un petit peu sur l'élection, c'est alors bien sûr, elle a été élue à l'unanimité, mais c'était un petit peu simple, parce que, l'unanimité, en tout cas avec 100% des voix, mais c'était un petit peu simple puisque les votes blancs ne sont pas pris en considération et qu'elle était la seule candidate. Néanmoins, il n'y a eu qu'une seule abstention, ce qui prouve quand même que tous les présidents de Fédé et quasiment tous les votants ont voté pour elle alors qu'ils pouvaient s'abstenir. Donc ça, c'est quand même un des points, un des points qui me semble intéressant et important, parce que ça signifie que clairement tout le monde s'est rallié à la nouvelle présidente et tout le monde a envie de travailler avec la nouvelle présidente, et personne n'avait envie que ce soit une élection à minima ou une élection contestée. Donc ça, c'est le premier point. Et un deuxième point qui est passé assez inaperçu, mais qui était assez intéressant. Le seul nom qu'elle a cité dans son discours après son élection, c'est celui de Cédric Goss, en disant qu'elle souhaitait qu'il soit son secrétaire général. Et dans l'élection du premier collège au conseil d'administration, le premier collège, c'est le collège des présidents de fédération olympique, Cédric Goss, c'est lui qui a été élu avec le plus de voix. Donc ça veut dire que la première, entre guillemets, consigne de vote qu'elle a donnée, ou en tout cas le premier souhait de vote qu'il a donné, a été pleinement respecté par l'Assemblée générale. Là aussi, ça veut dire que les gens, a priori, écoutent et ont envie de travailler de manière commune. Et puis le troisième point, c'est évidemment, sans citer de nom parce que c'est pas l'objet, mais il y avait quelques soutiens qui étaient plus de Didier Séminé à la base dans la campagne. Et ils ont été élus au conseil d'administration aussi, parce que il y a eu une volonté affichée, et la présidente du CNOSF l'a dit dans son discours, de ne rayer aucun nom et de ne pas créer de chasse aux sorcières ou de vouloir choisir coûte que coûte tous les membres de son CA. Donc aujourd'hui, il y a une unité, malgré effectivement quelques remous suite au désistement de Didier Séminé. Mais aujourd'hui, ce qui s'est passé à l'Assemblée générale du CNOSF, c'est un sentiment d'unité et de volonté commune d'avancer autour d'Amélie Oudéa Castéra. Et ça, c'est particulièrement intéressant. On reviendra peut-être un petit peu sur les points forts de son programme, mais en tout cas, elle a été bien élue, dans une bonne dynamique et avec une assemblée générale qui était dans un bon état d'esprit. Et on sait que ça n'a pas toujours été le cas au CNOSF, que ça a été parfois compliqué dès le départ. Donc c'est une présidence et une gouvernance du CNOSF 2025-2029 qui est bien née. Je me permets de dire que Amélie, donc AOC comme on l'appelle dans le jargon, elle a aussi été assez bien vue et assez bien accueillie par le mouvement sportif dans sa gestion des Jeux Olympiques et dans sa gestion des sujets sportifs quand elle était ministre des Sports. Et donc, il y a un contentement un peu général du fait qu'elle prenne la tête du CNOSF. Christophe, est-ce que tu voulais ajouter quelque chose de ton côté? Et ce que j'aimerais, c'est qu'on resitue le CNOSF par rapport à l'Agence nationale du sport, par rapport au ministère du sport, pour bien situer qui fait quoi et qui est le patron de qui. Ouais, non, juste à ajouter sur la partie électorale, vraiment en complément de ce que Benjamin a dit, que effectivement, on a une nouvelle présidente qui est une personne de grande qualité technique et professionnelle. Je pense que son passage au ministère des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques
l'a démontré, c'est quelqu'un qui connaît ses dossiers, qui a une grande force de conviction, qui maîtrise les arcanes des processus décisionnels quels qu'ils soient. Et je pense qu'effectivement, notamment par rapport à ce qui figurait dans son programme, quelque part qui consiste un peu à politiser le CNOSF. On va revenir sur ça va nous conduire à ta deuxième question, enfin la deuxième partie de ta question. C'est peut-être quelqu'un qui peut apporter quelque chose à ce niveau-là. Voilà, elle va être très présente, elle va pousser ses équipes à donner le meilleur d'eux-mêmes, et je pense que c'est quelque chose qui va servir la place et le rôle, l'importance du CNOSF dans les prochains mois, les prochaines années. Et Tu donc ça disais m'amène. politiser, je te coupe parce que est-ce que ça veut dire le CNESF, grâce à elle, aura plus de poids politique? Qu'est-ce que tu entends par politiser? En fait, je crois que ça faisait partie de son programme, hein. Elle souhaite que le CNOSF soit très impliqué, très engagé sur les sujets de défense du sport et en particulier évidemment de la pratique sportive fédérée, puisque le CNOSF représente les fédérations sportives, donc il représente les fédérations et les clubs fédérés. Et donc je pense que c'est politisé au sens, voilà, quand il y a des enjeux majeurs sociétaux, et il y en a beaucoup, quand il y a des enjeux budgétaires, et il y en a beaucoup, puisque quasiment le lendemain ou le surlendemain de son élection, il lui a fallu réagir à 2 sujets, dont l'un qu'on va évoquer aujourd'hui. Le premier, la publication du rapport de la Cour des comptes sur Paris 2024, je spoil un peu, et le deuxième, les annonces autour du passeport, qui sont en réduction, en tout cas avec des catégories d'âge qui se retrouvent un peu exclues du dispositif. Et donc quand je parle de politiser, c'est porter la voix du mouvement sportif fédéré dans des débats politiques d'importance et faire en sorte que quelque part le CNO soit le défenseur vraiment des intérêts de l'ensemble Pour quand il y a compléter, des sujets comme là. pour compléter ce que dit Christophe, son programme évoque très clairement le fait de vouloir porter des sujets pour les prochaines municipales en 2026, pour les prochaines présidentielles en 2027. 2027. C'est-à-dire que le CNOSF doit se positionner en donnant son point de vue, donnant sa vision et essayer d'obtenir des choses de la part des politiques. Donc ça, c'est le premier pan de son programme. Effectivement, c'est un CNOSF fort, c'est ce qu'elle évoque et c'est le premier point qu'elle a mis dans son programme. Et si on peut aller sur les 2 derniers points, et ça complétera un petit peu justement la réponse à ta deuxième question, et puis je laisserai Christophe synthétiser un petit peu sur le rôle officiel du CNOSF là-dessus, mais je pense que son programme est une bonne illustration justement de ce qu'est le CNOSF. C'est un CNOSF fort par rapport à la société, par rapport à l'État, par rapport aux collectivités, par rapport à toutes les parties prenantes du sport. Deuxième point, c'est un CNOSF utile, c'est-à-dire un CNOSF au service des fédérations. Il faut que le CNOSF puisse aider les fédérations dans un certain nombre de leurs missions. Et notamment dans cette partie, elle parle beaucoup de transformation économique. On sait que c'est un point qui est absolument essentiel aujourd'hui. Pour plein de raisons, le modèle économique traditionnel du mouvement sportif et du monde associatif est bousculé. Et donc, à un moment donné, cette transformation économique est indispensable. Et puis, le troisième point, c'est un CNOSF moderne parce que trop souvent, et c'est aussi un des défauts potentiels du mouvement sportif, même s'il ne faut pas mettre évidemment toutes les fédérations ou tous les acteurs associatifs sur le même pan, on a l'impression qu'on est un petit peu dans l'ancien monde et qu'il y a un défaut de prospective, il y a un défaut de compréhension des enjeux actuels, il y a un défaut de digitalisation, c'est des sujets qu'on aborde beaucoup avec toi Pierre bien sûr, il y a des défauts, un vrai défaut de compréhension des nouvelles attentes des Français et des sportifs de manière générale, et donc elle veut réellement aider le mouvement sportif à se projeter sur ces sujets-là et que le CNESF soit force de proposition sur ces sujets de modernisation du sport en France. Pour finir sur ces aspects-là, donc ça c'était les éléments du programme d'Amélie Oudéa-Castéra. Donc sur le rôle officiel du CNOSF, en fait il a deux grandes responsabilités et puis il a d'autres fonctions qui sont pas moins importantes mais qui sont peut-être accessoires par rapport à ces 2 grandes responsabilités. La première, c'est que le CNOSF est le représentant français du Comité international olympique. Donc en termes de dépendance, s'il devait y avoir une dépendance, ça serait plutôt vis-à-vis du CIO que vis-à-vis du ministère ou vis-à-vis de l'Agence nationale du sport, qui n'ont absolument pas le rôle de patron du CNOSF, au contraire. Donc le CNOSF représente le CIO, donc il assure notamment par exemple la protection des propriétés olympiques, la représentation du mouvement olympique au niveau national, etc. Et donc bon là il y a les Jeux certes, donc on a eu un COJO qui va être dissous dans quelques jours, et puis on a un nouveau COJO qui a été monté et lancé. Donc il y a effectivement une place importante du COJO, mais
en dehors d'une période olympique, le CNOSF, comme les autres comités olympiques nationaux, a cette fonction de représentation nationale du CIO. Ça, c'est le premier. Et le deuxième, c'est le rôle de représentation du mouvement sportif fédéré, donc représentation des fédérations. Et donc là, on retrouve pas mal d'ailleurs des éléments que Benjamin a évoqués, parce que dans le rôle de représentant des fédérations, il y a ce sujet d'être quelque part le défenseur du sport fédéré. Donc dans les débats sociétaux, dans les débats politiques, et encore une fois, quand on parle de politiser, c'est pas donner une coloration politique au CNOSF, c'est défendre la position du CNOSF dans des débats électoraux qui s'annoncent, puisqu'on va avoir une grande salve d'élections. Et donc c'est vrai qu'il y a ces rôles-là. Et puis Benjamin a évoqué quelque chose qui est très important, c'est cette question de la transformation économique. Il faut rappeler d'ailleurs que il y avait un service dédié qui avait été lancé dans la foulée de l'élection de Brigitte Henriques, donc l'élection précédente, un service transformation économique. Et je crois qu'Amélie Oudéa-Castéra a l'ambition effectivement de renforcer cette partie-là avec des questions sur la prospective pour accompagner aussi le mouvement sportif dans sa transformation. Dans le mouvement sportif, il y a des fédérations qui sont capables quelque part de le faire tout seul, ce dont on est en train de parler, la FFF, la Fédération française de tennis, le rugby, les grosses fédérations, elles sont staffées, elles ont des moyens, ça va. Mais il y a d'autres fédérations, sans leur manquer de respect du tout, qui n'ont pas ces moyens-là. Et donc le CNOSF doit être aussi au service de la Fédération française de chiens de traîneau, de je ne sais quoi, qui ont nécessairement moins de moyens et moins de possibilités de pouvoir agir. On sent bien qu'elle va prendre un leadership important, avec une légitimité électorale, pour le coup, du coup, et une légitimité politique qu'elle avait déjà acquis lors de son mandat de ministre. Ça va être quoi la relation avec le ministère des Sports? Parce que vous dites oui, le CNSF dépend du CIO, mais je crois que le ministère donne une délégation de pouvoir au CNOSF. Il n'y a pas une histoire comme ça où il y a Aux pas fédérations aux fédérations, Il donne une aux subvention. fédérations. Il donne une subvention au CNOSF et je crois que c'est un sujet. En fait, l'État est l'un des financeurs du Comité national olympique et sportif français, avec un sujet très sensible actuellement d'une réduction de la subvention. Non, l'État donne des délégations aux fédérations délégataires, mais pas au CNOSF. Donc en fait, Par en contre, termes de l'État a obligation de consulter le CNOSF sur tous les débats de société dans le sport. C'est dans le code du sport. Et donc ça, c'est de droit pour le CNSF aujourd'hui d'être l'interlocuteur privilégié de l'État à chaque fois que l'État prend des décisions ou travaille autour de lois qui concernent le mouvement sportif. Et on a un jeu à trois en fait. On a ce jeu d'acteurs. On a donc l'État qui est chargé d'appliquer les missions de service public et donc qui donne des délégations à certaines fédérations pour exercer une partie de prérogatives de service public. Donc l'État définit finalement ce qui relève du régalien, si on veut le dire de façon très très grossière. Le CNOSF a ce rôle de représentation des fédérations, ce qui peut l'amener à être en confrontation avec l'État. Il faut pas faire de la confrontation pour la confrontation, mais il y a parfois de la confrontation parce que dans une politique budgétaire très contrainte où l'État a tendance à plutôt comprimer les moyens, forcément que le CNOSF se bat lui pour valoriser la place du sport et donc faire en sorte que ces moyens ils soient pas trop compressés, voire qu'on puisse reconnaître le rôle sociétal du sport en lui donnant davantage de moyens. Et puis le troisième acteur, c'est l'Agence nationale du sport, dont l'État et le CNOSF sont membres fondateurs et sont membres effectivement. Et donc l'agence, c'est l'opérateur de l'ensemble des parties prenantes avec ces deux entrées, donc de financer le développement des pratiques d'un côté et la haute performance de l'autre, avec des discussions qui se passent sur les priorités de financement et sur l'affectation des crédits. Ouais, Benjamin, Deux me éléments corriger. par rapport à Ouais, ça, juste, vas-y. Pierre, excuse-moi. Ces dernières semaines, je pense que c'est des informations publiques, mais il y a eu un vrai risque de disparition de l'Agence nationale du sport dans les volontés de simplification ou de suppression d'un certain nombre d'agences. A priori, l'agence va être maintenue, en tout cas, a priori, elle a été sauvée et donc elle va pouvoir poursuivre globalement ses missions. Maintenant, par rapport à la question que tu poses, si dans la durée, il s'avère que nous avons en France un CNOSF plus fort et une agence nationale du sport forte, il pourrait être assez logique que le ministère des Sports prenne un peu moins de place et peut-être qu'on retournera sur la prochaine présidence ou autre sur plutôt des secrétaires d'État au sport et sur des figures au ministère des Sports un peu plus effacées. Ça ne serait pas choquant, mais il ne faut pas oublier qu'Amélie Oudéa-Castéra, c'est une personne, ce n'est pas une structure en tant que telle. Donc on va bien voir ce que ça donne. Il faut voir si elle arrive à embarquer
tout le mouvement sportif. Beaucoup appelé de leur vœu davantage de professionnalisation du mouvement sportif depuis 10, 15, 20 ans. C'est le cas en partie. Avec Amélie Oudéa-Castéra, on sait qu'on va avoir un CNOSF plus fort vraisemblablement dans les 4 prochaines années. On va voir si ce CNOSF plus fort rend aussi toutes les fédérations plus fortes. Et si on a ce mouvement qui se met en place, on pourrait effectivement avoir à terme un ministère des Sports qui devienne un peu moins présent, un peu moins fort, parce qu'un certain nombre d'acteurs auront pris une place plus importante, tout simplement dans la sphère publique. Si on devait juste dire les 4-5 grandes facteurs de réussite, ou alors plutôt on jugera la réussite du mandat d'AOC à quoi et qu'est-ce que vous pointeriez comme élément de réussite qu'on mesurera dans quelques années? Pour moi, le seul facteur de réussite, c'est la façon dont elle a réussi à embarquer réellement le mouvement sportif en profondeur. Je n'ai aucun doute, compte tenu de la personnalité d'Amélie Oudéa-Castéra et de ses compétences, que le CNOSF en tant qu'entité sera fort dans 4 ans et que ça sera une machine de guerre encore plus qu'il ne pouvait l'être aujourd'hui, et qu'elle va améliorer les process et qu'elle va rendre le CNOSF encore plus efficace et qui va être plus fort, plus puissant. Mais un CNOSF fort et puissant, si les fédérations ne suivent pas derrière et si en définitive les clubs ne suivent pas derrière, ça ne sert pas à grand chose. Donc pour moi, le véritable marqueur de réussite du mandat d'Amélie Castéra, ça sera le progrès qu'auront fait les fédérations et le progrès qu'auront fait tous les clubs et toutes les associations sportives derrière. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile parce que c'est très dur de maîtriser tout cela. Si on veut aller trop vite, trop loin, trop fort, et on n'arrive pas à embarquer les gens. Si on fait pas assez, il y a une inertie terrible qui est présente et qui rend les choses extrêmement complexes. Donc, il va falloir réussir à doser la transformation dont on parlait, quand on parlait de transformation économique, transformation numérique. Il va falloir doser cette volonté de transformation et aussi le fait de bien maintenir tout le monde dans la dynamique. Donc voilà, pour moi, ça va être ça le marqueur essentiel. Bah, moi, je suis alors évidemment d'accord avec ce qu'a dit Benjamin et j'ajouterais que dans le programme CNOSF fort, utile, moderne, la question de l'utilité, elle me paraît centrale. Et je sais qu'elle a beaucoup d'idées, qu'elle a beaucoup brassé d'idées durant sa campagne parce qu'il y a eu plusieurs ateliers, etc. Mais on jugera aussi sur la capacité qu'aura eu le CNOSF à être utile pour ses membres. Encore une fois, je pense que c'est tout ce que le CNO va pouvoir apporter à ses membres et à l'ensemble de ses membres, quel que soit leur collège, que ce soit les fédérations olympiques, les non olympiques, etc. Je pense qu'il y aura un vrai sujet aussi là-dessus, et d'être vraiment au service de ses membres. Et voilà, je sais qu'elle a beaucoup d'idées. Je pense que ça sera aussi, et ça contribuera à ce que Benjamin a indiqué, mais c'est aussi là-dessus qu'on jugera de la réussite. Ok. Un dernier point, si Ouais, je peux me vas-y. permettre, Pierre, parce que je trouve que même si on sait qu'une information fausse, on a beau répéter qu'elle est fausse, ça ne permet pas de la démonter complètement, mais vu qu'on parle à des gens qui aiment le sport et qui le connaissent un peu, c'est toujours bien de le dire. Il y a eu beaucoup de bêtises racontées sur son salaire. Et sur le salaire qu'elle va percevoir en tant que présidente du CNOSF, notamment des gens qui ont raconté qu'elle avait inventé ce salaire et qu'elle serait pour la première à être payée en tant que présidente du CNOSF. Si son prédécesseur ne se payait pas, c'est parce qu'il avait d'autres mandats par ailleurs qui étaient rémunérateurs. Et elle a simplement repris la base de la rémunération qui était celle de Brigitte Henriquez quand elle était présidente. C'est des choses toutes simples, mais je pense que c'est nécessaire de les rappeler parce que c'est assez insupportable de lire des bêtises par rapport à ça. On peut juger qu'elle ne doit pas être payée en tant que présidente du CNOSF. Ça, c'est un avis et toutes les opinions méritent, mais de raconter des bêtises sur le process de cette rémunération, c'est quelque chose qui est relativement insupportable et c'est pas très compliqué en plus de lire les choses factuelles sur ce sujet. Et d'ailleurs, ça a été rappelé par le président sortant du CNOSF lors de l'AG. Donc ça fait toujours bien de le dire. Super. On passe au deuxième sujet, sujet olympique et sujet de finances publiques, puisque la Cour des comptes a sorti un rapport mesurant le coût pour la collectivité des Jeux Olympiques, et donc avec une petite distorsion avec la petite musique qui sort pour l'instant du comité d'organisation des Jeux Olympiques. Est-ce que vous pouvez recontextualiser ce qui s'est passé récemment et du coup la petite bataille qui est en train de s'opérer entre Tony Estanguet et son équipe et Pierre Moscovici et la Cour des comptes de l'autre?
Le rapport de la Cour des comptes n'est pas une surprise puisque c'était prévu. C'est d'ailleurs, il faut noter que c'est un rapport d'étape, hein, c'est pas le rapport définitif. Et le rapport définitif est attendu pour l'automne 2025. Ce rapport, il vise à chiffrer le coût des jeux pour les finances publiques. Et quand on parle du coût des jeux, c'est là que va s'opérer ce shift entre quelle approche on prend, entre une approche très 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 large d'un côté et une approche beaucoup moins large de l'autre, avec des arguments d'un côté et de l'autre. On va revenir sur ces éléments là, pour finalement voilà avoir l'établissement du coût consolidé des jeux. Donc le rapport d'étape est sorti il y a quelques jours, et finalement donc il vient chiffrer un premier coût des jeux à hauteur de 6 milliards d'euros. Un petit peu moins, mais en gros, on peut retenir ce chiffre-là, avec des coûts qui sont à la fois des coûts liés à l'organisation des jeux, et l'organisation avec un grand O, c'est-à-dire c'est pas que l'organisation au sens périmètre du COJO, on pourra rentrer dans le détail, où les auditeurs pourront aller voir le rapport ou la synthèse. Donc il y a des dépenses vraiment d'organisation, la subvention au comité d'organisation, les dépenses de sécurité, les dépenses de transport, hein, de façon relativement générale. Il y a d'autres éléments dedans qui ont été intégrés, dont on peut discuter sur le coût de la haute performance, sur différents éléments. Donc ça, les coûts d'organisation, c'est à peu près 2,77 milliards d'euros. Et ensuite, il y a les coûts d'investissement dans des infrastructures, que ce soit des infrastructures sportives pour les compétitions, des infrastructures non sportives ou extra-sportives pour les aménagements des villages, etc. Et puis d'autres investissements qui ont été mis en œuvre dans des infrastructures de transport. Donc c'est ça, c'est 3,2 milliards d'euros. Et en fait, le débat, la différence d'appréciation, elle se joue sur le périmètre. La Cour a eu une appréciation très large du périmètre, peut-être trop large sur certains aspects, et Paris 2024 a une approche plus limitée à ce qui était véritablement nécessaire au jeu, qui a été livré pour les jeux. Un exemple sur cette question du périmètre, la Cour intègre deux éléments qui me semblent particulièrement discutables. Les dépenses de France Télévisions pour l'acquisition des droits des Jeux paralympiques. Bon, on peut discuter. France Télévisions aurait probablement acheté les droits. Alors, est-ce qu'il fallait prendre tout le coût ou le surcoût parce que c'était des jeux en France? Là, il y a un petit élément de discussion. Deuxième élément, tout ce qui relève des dépenses publiques pour la haute performance, et donc toute la préparation des athlètes, l'accompagnement des athlètes, idem. Là-dedans, il y avait des choses qui auraient été dépensées quel que soit l'endroit où avaient été organisés les Jeux. Les primes des médaillés auraient été payées si les Jeux avaient eu lieu à Los Angeles, être intégrés ou intégrés dans une part plus limitée en termes de dépenses. Donc voilà, je pense qu'il y a un sujet de qu'est-ce qu'on doit prendre en compte ou pas, et la bataille se joue ici entre Tony et enfin l'équipe de Tony Estanguet Paris 2024 et la Cour des comptes. Ouais. Juste, Pierre, très important, ça ne remet pas en cause la bonne tenue des comptes du COJOP. La Cour des comptes ne remet absolument pas en compte la bonne tenue des comptes du COJOP, et donc ça, c'est quand même déjà, quoi qu'il arrive, un succès auprès de Tony Estanguet. Et le deuxième point par rapport à Christophe, mais j'invite les gens à aller lire la synthèse du rapport des comptes par eux-mêmes. Ce qui est quand même essentiel à avoir en tête, c'est que il y a plein de choses qui auraient été financées, jeu ou pas jeu. Ça a été c'est des infrastructures, c'est des investissements, c'est de l'aménagement, etc. Peut-être que le sujet qui peut faire le plus débat, c'est le sujet de la sécurité et de savoir si le COJOP ou si le CIO, de manière générale dans les grands événements sportifs, devrait prendre davantage devraient financer eux-mêmes davantage les coûts de sécurité qui sont liés et qui systématiquement explosent un petit peu, parce que ça, c'est pas des coûts utile entre guillemets pour la société, c'est des coûts qui n'auraient pas été c'est des coûts qui n'auraient pas existé s'il n'y avait pas eu le grand événement sportif. Les autres coûts, c'est des coûts normalement d'accélération de politique publique, quand on parle d'accélérer les travaux du métro, quand on parle d'aménagement urbain, c'est des choses qui normalement sont positives pour l'ensemble de la société. On parle aussi de la baignabilité de la Seine, qui est quelque chose qui n'est pas fait pour les Jeux à la base, c'est fait pour les 50 prochaines années et pour l'ensemble des Parisiens. Donc voilà, peut-être que pour moi le seul sujet qui est à regarder sur le débat, est-ce que ça devrait être l'organisateur qui paye ou est-ce que ça devrait être l'État ou est-ce que ça devrait pas être davantage partagé, c'est les coûts de sécurité qui sont assez exorbitants et peut-être qu'ils ne devraient pas peser intégralement sur l'État. Mais ce qui est pas une surprise en fait, c'est ça qui est un peu. Alors, là, ça sort, il y a beaucoup de bruit médiatique, mais en fait,
tous ceux qui savent comment ce modèle économique est fait, et moi je me rappelle avoir fait des interviews ou des interventions quand on avait eu les Jeux en 2017, après la session à Lima. En fait, ce sujet, il est connu. Tout le monde sait depuis le début que relève de la responsabilité du COJO la prise en charge de la sécurité dans les sites olympiques, donc à l'intérieur des sites olympiques, et tout le monde sait depuis le départ que la prise en charge de la sécurité intérieure dans l'espace public relève de l'État. Donc en fait, c'est pas une surprise. Enfin, ça peut pas être considéré comme une surprise. Et effectivement, la question, c'est combien ça allait coûter. Et ça a coûté un certain volume. Effectivement, encore une fois, je crois qu'il y a le détail, c'est 1,4 milliard d'euros. Et en fait, ça a coûté 1,4 milliard d'euros parce que il y a eu aussi l'utilisation opportune des jeux par certains syndicats pour faire avancer des combats sociaux. Il y avait pas de vacances durant l'été 2024, il y avait un temps de travail renforcé, des heures sup, etc. Et donc on a des syndicats qui ont négocié des primes. Qui ont aussi fait en sorte que les gens soient payés pour leurs heures supplémentaires, etc. Et c'est normal, mais du coup, ça a été un élément dont les jeux ne sont pas forcément, je dirais, au premier plan responsables, mais que certaines parties prenantes ont utilisé. Même chose dans les transports avec ces primes, etc. Donc en fait, voilà, c'est une bataille. Et en fait, on mettra jamais personne d'accord. La Cour, effectivement, considère qu'elle doit avoir une approche très large. Moi, je pense qu'il y a quand même des sujets où ils ont été chercher des choses qui sont vraiment très très éloigné. Paris 2024 est dans son périmètre en disant nous on doit prendre en charge ce qui relève vraiment des jeux et ce qui a été construit, accéléré pour les jeux, mais pas plus loin. Voilà. Et donc c'est pareil sur le sujet de l'héritage, sur le sujet des dépenses d'infrastructure. Oui, ce qui relève de l'accélération de la ligne 14 par exemple, ça a été affecté. Il y a eu une partie qui a été affectée au coût des jeux. Mais ça va servir pendant des dizaines et des dizaines d'années. Et je pense que les gens sont aujourd'hui très contents de pouvoir utiliser cette ligne 14 pour aller jusqu'à Orly et pour monter très haut dans le nord de Paris. De même, les dépenses d'infrastructure, la construction du village olympique, finalement, Paris 2024, c'est le premier locataire du village olympique. Mais le village, il va être reconverti, il est reconverti, et donc il va servir maintenant à d'autres personnes. Donc en fait, c'est une bataille. Est-ce qu'on doit affecter la totalité de ce coût-là au jeu ou pas? Moi, j'ai pas forcément une réponse très tranchée. Enfin, j'ai mon avis, mais c'est là que ça se joue en fait, la bataille. Et dernier point, excuse-moi Pierre, je te laisse par lancer, mais c'est que, enfin ça Christophe pourra peut-être mieux le dire que moi, mais on n'est pas sur une explosion par rapport à ce qui avait été évalué précédemment. C'est-à-dire que la Cour des comptes a jugé qu'on avait un petit peu dépassé ce qui avait été anticipé, mais par rapport à ce qu'on a pu voir sur plein d'événements sportifs, sur plein de jeux ailleurs, etc., on n'est pas du tout sur une explosion de l'enveloppe. On est sur des choses. Ce que la Cour souligne d'ailleurs dans le rapport. Donc voilà, donc c'est assez amusant parce que ne serait-ce que dans la manière dont tu nous as posé, et c'est tout à fait légitime, Pierre, la question, mais on voit qu'on essaye d'opposer des choses qui ne sont pas forcément opposables. On essaye, comme souvent, de créer de la polémique là où il n'y en a pas forcément. Et en fait, globalement, ça ne change pas grand-chose à tous les aspects positifs qui ont été dus, après, qui ont été évoqués. Après, effectivement, chacun jugera. Est-ce que ça vaut le coup d'organiser les jeux compte tenu des dépenses que ça génère en sécurité, etc. Et ça, c'est chacun peut encore une fois avoir son avis. Mais globalement, les chiffres, ils sont pas du tout catastrophiques et ils sont pas du tout alarmants par rapport à tout ce qui avait été évoqué précédemment. Et vous avez bien balayé ce qui est de l'ordre de l'investissement et qui va servir pendant des années aux Franciliens, aux Parisiens et à la France. Je reviens sur la sujet sécuritaire parce qu'en effet, c'est vraiment là qu'il y a eu un point d'achoppement. Mais finalement, les 2,5 millions ou 3 millions d'étrangers et beaucoup d'Américains qu'on a accueillis à Paris se sont retrouvés avec une belle surprise de se sentir en pleine sécurité à Paris. Et du coup, on voit sur les chiffres du tourisme là que Paris connaît un espèce de petit rebond. Et en fait, ça, c'est les externalités positives d'un dispositif qui a rassuré un peu tous les étrangers sur le fait qu'on pouvait venir à Paris. Il faut revenir aussi en arrière, quelques temps avant les Jeux. Le stigmate qu'on envoyait sur Paris, c'était les émeutes des banlieues, c'était les grèves à répétition, et le fait d'avoir bien maîtrisé au niveau sécuritaire tout ça et d'avoir mis les moyens pour bien le maîtriser, et ça, on va en récolter, je pense, les fruits au cours des prochaines années. Je vous propose qu'on passe à un troisième
Troisième sujet, la Coupe du Monde des clubs de la FIFA. On va pas y revenir trop longtemps, mais Christophe, j'aurais bien voulu que tu nous expliques la genèse de ce tournoi et peut-être les grands éléments financiers, les grands agrégats financiers. Et est-ce que c'est un truc qui va se pérenniser? Est-ce qu'on estime que c'est un succès? Qu'est-ce qu'on pense de ça? La genèse de l'événement, moi je pense que c'est la bataille entre les parties prenantes du football international sur les parts de marché. La FIFA avait une Coupe du Monde des clubs se déroulait en format réduit en fin d'année civile, qui regroupait un volume limité d'équipes, qui n'avait pas une résonance, c'est la Coupe intercontinentale, qui n'avait pas une résonance médiatique extrêmement importante. Chaque organisateur, chaque institution sportive a lancé un peu sa compétition. Je pense en particulier à des compétitions d'équipe nationale avec la Coupe des Nations de l'UEFA. Voilà, il y avait des batailles sur ces parts de marché et la FIFA, avec son président Gianni Infantino, se disait que finalement, elle devait peut-être être un peu plus présente et lancer dans sa politique de développement et d'expansion une compétition interclub qui soit plus importante et plus ambitieuse. Et donc, elle a décidé il y a quelques années maintenant de lancer cette Coupe du Monde des clubs qui se déroule en ce moment même donc aux États-Unis, avec 32 équipes participantes. Maximum 2 équipes par pays. Donc c'est pour ça que dans certains pays, on ne retrouve pas forcément les meilleures équipes. Il y a le Real Madrid et l'Atlético Madrid, il n'y a pas le Barça, par exemple, pour l'Espagne. Pour les fans du Barça, c'est dommage. On peut même regretter que le Barça, qui paraît quand même être une des meilleures équipes européennes de la saison, il soit pas. Mais bon, en tout cas, ils n'y sont pas. Ouais, 32 équipes participantes qui viennent de l'ensemble de la planète et qui s'affrontent sous un format qui ressemble d'assez près à l'ancienne Champions League ou à la Coupe du Monde des Nations, avec des groupes de 4 équipes qui s'affrontent sur une rencontre, les 2 premiers qui sortent, et ensuite des huitièmes, quarts, demi et finale. Ouais. Donc le format est celui-ci, et une dotation globale qui est colossale, puisque en fait la dotation qui est versée aux équipes participantes, elle est de 1 milliard de dollars, et que le vainqueur pourrait toucher jusqu'à 125 millions de dollars. Donc ce qui est colossal. Voilà, je pense que c'était aussi une façon pour la FIFA d'acheter, sans que ce soit péjoratif, mais d'acheter la participation des meilleurs clubs et des meilleurs joueurs par ricochet. Ils ont Que d'avoir conditionné aussi le fait que les meilleurs joueurs puissent participer, de Exactement. pas envoyer l'équipe B. Tu pouvais pas faire une Coupe du Monde FIFA avec des clubs de seconde zone ou avec les bons clubs, mais leur équipe réserve ou les jeunes. Voilà, il fallait avoir un incentive financier extrêmement fort. C'est le cas. Voilà, 1 milliard de dollars de distribution. En gros, 13 et 40 millions de dollars de primes de participation pour les clubs européens. Ça va dépendre d'un classement. Évidemment que le PSG va être plus proche des 40 que des 13. Je crois qu'ils ont touché 32, il me semble. C'est pas ça? Ouais. Je sais pas si on a eu le détail, mais en tout cas, voilà, c'était ça. Ok. Et puis ensuite, en fonction des performances, donc des victoires en phase de groupe, ils ont gagné 2 fois, donc ils touchent 2 fois 2 millions de dollars. Ils sont qualifiés en huitième de finale, ils touchent 7 millions et demi de dollars. Et puis s'ils avancent, ils vont toucher 13 millions pour les quarts, 21 millions pour les demi, 30 millions s'ils sont en finale et 40 millions s'ils gagnent. Donc au bout du compte, ça peut être juste énormissime, et le Paris Saint-Germain, qui est notre seul représentant français, peut se retrouver à toucher l'équivalent de la somme de budget de 3 ou 4 clubs de Ligue 1, rien que sur cette compétition. Donc si tu ajoutes à ça tout ce qu'ils ont touché sur la Ligue des Champions, J'allais te dire. et donc au bout du compte, ça va faire que le PSG sur cette année 2024-2025 risque d'avoir un budget, un chiffre d'affaires record, et donc dépasser son record précédent. C'est vraiment une énorme machine financière. Après, on peut toujours discuter, voilà, ça alourdit considérablement les calendriers. On va avoir des joueurs qui vont avoir joué du début de la saison 2023 jusqu'à la fin de la saison 2025-2026 quasiment non-stop, parce qu'ils ont joué leur saison 23-24, ils ont joué l'Euro 2020, ils jouent la saison 24-25, ils jouent la Coupe du Monde 2025 en juin, ils jouent 25-26 et ils vont jouer la Coupe du Monde FIFA en juillet prochain. Donc voilà, les syndicats de joueurs sont quand même un peu vent debout parce que c'est un peu difficile. Voilà, c'est un sujet de gouvernance et de lutte entre parties prenantes. Tu disais, les revenus que vous touchez pour ces 3-4 semaines de compétition vont être équivalents aux revenus du PSG. Je crois que le PSG va toucher 150, 160 millions d'euros sur la campagne de Ligue des Champions. Et là, du coup, potentiellement, s'ils gagnent, ils vont toucher quasiment la même chose.
Donc en effet, potentiellement, ça fait 280 millions d'euros juste pour les compétitions sur lesquelles ils sont engagés. Bon, la bonne nouvelle, c'est que sportivement, peut-être qu'on va maintenant avoir un petit peu d'intérêt sur la compétition, puisque les huitièmes de finale commencent. On a déjà un Inter Miami PSG dimanche. Mais c'est vrai que les phases de poule, je ne sais Ouais, pas quelle est la performance de DAZN sur l'audience, qu'il y a aussi un fait nouveau avec ce truc-là, c'est que DAZN offre, et ça faisait partie des conditions de la FIFA, la diffusion à tout le monde. On se connecte sur DAZN, on peut avoir accès à tous les matchs. Et aussi, c'est aussi l'occasion de tester des nouvelles choses. On voit que les arbitres ont des microphones. On voit que on peut voir ce qu'ils sont en train de regarder quand ils font la VAR. Enfin, ils sont équipés pour être au plus proche des joueurs. Donc, c'est aussi un espèce de laboratoire, cette Coupe du Monde des clubs, qui, j'espère, va aussi cascader vers les compétitions les plus Quand tu traditionnelles. dis on voit, Pierre, c'est combien de personnes? Parce que moi, je connais personne qui a regardé un match du Mondial des clubs encore. Peut-être 2-3 éléments en lien avec ce que tu dis. Un, c'est un laboratoire, ça c'est clair. Effectivement, la sonorisation des arbitres que Jacques-Henri Hérault avait d'ailleurs évoqué à ton micro il y a quelques Tout à fait. temps. Je pense que ça c'est une vraie avancée et on va montrer que c'est possible, que deux, ça génère pas de problème et que trois, au contraire, tu as des insights, t'es dans le spectacle, c'est plutôt pas mal. Donc ça, c'est un laboratoire pour ça. Sur la question de la diffusion, il y avait un enjeu énorme de rendre cette compétition accessible. La FIFA a énormément galéré en cherchant à vendre ses droits télé, qu'elle a fini par céder à DAZN. Sans y voir de lien de cause à effet, DAZN a acquis les droits de la Coupe du Monde des clubs pour un montant évidemment tenu secret. Quelques semaines, quelques mois après, DAZN a été recapitalisé par le PIF, donc le fonds d'investissement saoudien, à hauteur d'1 milliard de dollars. Donc, juste au moment où l'Arabie Saoudite avait la Coupe du Monde des clubs, toute coïncidence serait évidemment purement fortuite. Et troisième élément, oui, c'est un labo, c'est accessible au plus grand nombre. Enfin, en tout cas, c'est potentiellement accessible au plus grand nombre parce qu'on peut se connecter gratuitement pour assister aux rencontres avec forcément des horaires en décalé. Par contre, il faut pas non plus masquer que sur certaines rencontres, ça a été un énorme four, une catastrophe en termes d'affluence, et à tel point que la FIFA a un peu paniqué parce que les billets étaient pas vendus sur certaines rencontres. Alors évidemment, là, on va aller vers les rencontres un peu plus prestigieuses, donc je pense que les stades vont se garnir. Mais il y a un vrai sujet d'installation de cette énième compétition dans un calendrier saturé, au bout d'une saison où les joueurs sont juste défoncés, enfin, je vais dire d'une façon très triviale, mais défoncés. C'est-à-dire qu'en fait, ils sont cuits, les joueurs. Ils sont cramés. Ouais. Ils jouent à 9h du mat sur certaines rencontres, midi, enfin voilà, donc à des moments où il fait très chaud. Enfin, bref, il y a quand même beaucoup à redire sur cette compétition-là, sur l'opportunité de la lancer dans ce format-là, et voilà, et on verra ce que ça donne. L'objectif de la FIFA, c'est quand même de l'installer et donc de la refaire d'ici 4 ans. Écoutez, je vous propose qu'on s'arrête sur ce beau sujet du football, hein, Yes. qui tient à cœur à Benjamin. Et je vais vous souhaiter un très bon été parce que ça va être le dernier épisode de cette saison. Et puis je vous donne rendez-vous à la rentrée. Je vous remercie encore une fois pour cette saison, d'avoir été à mes côtés sur ce talk show sur le sport. Chers auditeurs, vous n'oubliez pas évidemment de vous abonner, de faire des petits commentaires sur les plateformes d'écoute ou les plateformes vidéo sur lesquelles vous découvrez ce podcast. Je compte sur vous, ça me tient beaucoup à cœur et ça permet de développer le podcast. Donc à très bientôt, au revoir. Merci Salut Pierre, à tout le bientôt. monde, Salut, les bel gars. été.